en direct aussi en même temps, donc il faut qu'on soit opérationnel. Donc, bonjour à tous. Donc, très rapidement, je suis furtif. Je suis juste en phase de partenariat au sein de l'association La Voix d'Adopter, dans lequel nous sommes aujourd'hui dans l'espace Beaujon à Paris, qui prête ce local dans le cadre de notre partenariat avec l'association La Voix d'Adopter, puisque nous avons des studios web radio au rez-de-chaussée. Donc dans ce partenariat, on a la possibilité d'avoir cette salle et à la demande de l'association, du collectif, qui cherchait un espace pour pouvoir réaliser cette journée, nous avons proposé donc, cette possibilité aujourd'hui, ici à l'espace Beaujon à Paris. Donc pour introduire, moi je suis très enchanté de vous rencontrer, puisque moi, je suis plutôt pour l'adoption internationale, et c'est vrai que là on vise l'adoption nationale. Et dans ce cadre-là, depuis quelques mois, on s'est rencontrés et dans l'idée de voir qu'est-ce qu'on pouvait avoir en commun entre le national et l'adoption internationale. Il y a beaucoup de choses que nous partageons et pour la plupart des recommandations, mais des propositions qui est à l'œuvre aujourd'hui sur la réédition de leur brochure, nous partageons 90%. Puisque nous ne sommes pas liés au cloud directement, mais nous partageons en tout cas l'ensemble des 7 points qui sont évoqués. Aujourd'hui, nous sommes fiers en tant qu'association de créer ces espaces de partenariat. Nous en espérons d'autres dans l'avenir. Nous démarrons par celui-là, qui suit un podcast que nous avons enregistré ici même hier soir, que nous publierons peut-être début mai. Voilà. Donc je vais laisser la parole. En tout cas, nous sommes vraiment contents qu'on puisse créer ces espaces parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses à témoigner, à raconter, à partager, à faire connaître, même si ce n'est pas des inventions récentes, mais c'est des combats qui sont longs et que nous menons ensemble et vraiment on espère que ce sera une continuité d'appui et en tout cas nous on apporte le soutien avec grand plaisir. Voilà, donc je vous laisse la place, la parole et une fois la petite conférence. Alors on peut leur remercier Carlos et remercier la Voix d'Adopter. On est vraiment en partenariat avec cette association. On a eu une très grande écoute. Donc merci beaucoup, merci à l'espace Beaujon. Merci aussi à tous ceux qui sont là aujourd'hui, que ce soit les gens des médias, que ce soit les gens du comité de pilotage, que ce soit les autres associations. Je suis particulièrement heureux d'accueillir la présidente de PMA Anonyme qui est là. Merci de votre présence, ça fait chaud au cœur. C'est un combat commun, de toute façon, le droit d'accès aux origines personnelles. Et de toute façon, PMA adoptés internationaux ou alors les sous-X, je pense qu'on porte le même combat. Donc merci de votre présence à tous. Alors voilà comment tout ça va se dérouler. Dans un premier temps, très brièvement, Martine et moi, on va vous présenter le collectif. Et dans un deuxième temps, comme il y a 7 propositions, eh bien, il y a 7 personnes du comité de pilotage du collectif qui vont venir successivement sur la scène, vous présenter en 4-5 minutes. 4-5 minutes. Jean-Marie. Donc, les propositions. Donc voilà. Martine, je te laisse la parole. Merci de ta présence. Merci. Merci. Je joins les remerciements à ceux d'Éric. Donc je disais, je joins les remerciements à ceux d'Éric et le comité de pilotage vous remercie aussi de votre présence. Le fait que vous vous déplaciez pour venir ici aujourd'hui nous va droit au cœur. Ce collectif est tout jeune, il a soufflé hier sa première bougie. Il a été créé le 4 avril 2024 d'une rencontre fortuite sur Internet entre Éric et moi. Bien qu'originaire du même département, nous ne nous connaissions absolument pas. Et c'est parce que j'étais devenue une espèce de trublion sur Facebook que je répondais à beaucoup de messages qu'il m'a remarqué. Et il m'a rendu compte de son projet, auquel j'ai adhéré tout de suite. Et donc l'aventure a commencé. Je suis née sous X il y a un peu plus de 69 ans maintenant et j'ai appris mon adoption à 15 ans. Comme beaucoup d'entre nous, par une indiscrétion, mais comme c'était un secret de polichinelle, ça n'a étonné que moi. Dès lors, je me suis retrouvée écartelée entre le besoin de connaître mes origines
et l'obligation de reconnaissance dans laquelle j'avais été élevée. Et quand j'ai pris la décision de consulter mon dossier à l'ASE, j'avais déjà 45 ans. Je n'ai pas appris grand-chose dans ce dossier, il était comme beaucoup de nos dossiers. Je dis non parce que chez les X, c'est presque une constante, c'était un dossier vide. J'ai donc cherché un peu tous azimuts à partir des quelques renseignements que j'avais. Ça ne m'a pas mené bien loin, sinon à visiter un peu les Ardennes, un peu l'Aisne, à m'éparpiller dans les mairies pour consulter les registres d'état civil sans rien obtenir. Et puis, quand je me suis, comme beaucoup, trouvée à la retraite, disposant de plus de temps, j'ai commencé à m'intéresser vraiment aux réseaux sociaux, et là, j'ai découvert les tests ADN. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis curieuse. Messieurs, vous avez pensé comme toutes ces dames? Ben oui, peut-être. Et quelquefois, ça a du bon. Donc, je me suis lancée. Après une réflexion, j'ai fait un test, et puis deux. Et puis, de fil en aiguille, j'ai remonté le fil de mon histoire. Et quand j'ai eu enfin la vérité, et du côté paternel et du côté maternel, que mon équation à deux inconnus a été résolue, je me suis sentie capable d'aider quelques personnes. Donc voilà comment j'ai fait irruption sur Facebook dans les groupes dédiés aux Mésodiques. Et en lisant toutes ces réponses et tous ces messages, on se rend compte d'une immense détresse. Je pense qu'on ne peut pas y rester insensible, même si on n'est pas soi-même né sous X. Il y a chez l'humain quand même quelque chose qui bat et qui s'appelle un cœur. Quelquefois, il y a une conscience. Et quand les deux sont alliés, c'est encore mieux. On va essayer de travailler pour que les cœurs continuent de battre plus fort et que les consciences s'ouvrent. Notre groupe est donc parti de 2 personnes. Rapidement, il a pris de l'extension. Au départ, on avait une vision beaucoup plus modeste. On l'avait baptisé les Mésodiques du Grand Est. Et puis, le Grand Est a débordé sur la Franche-Comté, il a débordé sur la Picardie, il est arrivé à la Réunion, il s'est installé aux États-Unis et il fallait quand même faire quelque chose. Donc, le collectif des Mésodiques du Grand Est est devenu le collectif des Mésodiques d'ici et d'ailleurs. Plus d'exclusion, tout le monde est le bienvenu. Et tout le monde est d'autant plus le bienvenu ou la bienvenue qu'on accueille dans notre collectif non seulement les Mésodiques, mais aussi les mamans, les mères de l'ombre ou les mères de naissance, comme vous voudrez les appeler. On a aussi des gens nés de PMA, on a des adoptés à l'international, on n'exclut absolument personne. Ce qui nous manque un peu, ce sont des papas. Parce que les papas, on ne les trouve que dans les couples adoptants ou les parents adoptifs. Curieusement, dans la naissance sous X, le papa, il est très très absent. Voilà donc comment est né notre collectif et comment il a grandi. C'est une structure légère, on va dire. Il n'y a pas de bureau, c'est pas une association, il n'y a pas de droit d'entrée, il n'y a pas de cotisation, tout le monde est le bienvenu. On va, on vient, c'est une auberge espagnole où chacun apporte le meilleur de soi-même, j'espère, où il trouve ce qu'il cherche, c'est ce qu'on espère aussi. Et donc, ce collectif... J'ai perdu le fil, pardon. Il te reste 2 minutes. C'est beaucoup trop. Nous souhaitons ardemment que cet engagement transpartisan, parce que nous n'avons aucune attache politique, puisse enfin porter ses fruits. Que l'action de chacun, celle qu'on mène ici aujourd'hui, celle qu'on a commencé de mener, comme Laure a mené déjà à Saint-Étienne avec un café partagé, qu'on a répété hier ici à Paris, qui va se multiplier dans les départements où on le souhaite. On cherche des volontaires animateurs pour ça. On espère vraiment que toutes ces actions vont arriver à une prise de conscience. À une prise de conscience pas seulement du monde politique, mais aussi à une prise de conscience
du monde citoyen. Parce qu'on se rend compte, quand on discute avec les gens, que pour beaucoup, les nés sous X, mon Dieu, mais c'est une vieille histoire, ça. Ça existe encore. Malgré l'IVG, malgré la contraception, il y a encore des nés sous X. Eh oui, monsieur, eh oui, madame. Il y en a encore 500 environ tous les ans. 500 personnes qui un jour seront amenées, si on ne fait rien, à connaître le même parcours du combattant que nous, à s'user, à désespérer, à reprendre confiance, quelquefois à chercher de très très longues années sans rien trouver. Quelquefois, il faut une petite étincelle pour que la lumière jaillisse. Mais cette aventure que j'ai envie d'appeler « c'est mes aventures », on aimerait que ça cesse. On aimerait que chacun ait enfin le droit de savoir qui il est, qui elle est, d'où il vient, qui est sa mère, qui est son père, quelle histoire est là, cette personne qu'on a en face de nous. Parce qu'elle n'est pas née comme ça d'une décision de l'administration qui décide de la localiser tel jour à tel endroit, même si elle est née ailleurs, à une autre date. Tout ça, il faut que ça appartienne au passé et que demain, les enfants qui naissent puissent avoir la certitude, s'ils le souhaitent un jour, ça n'est pas une obligation bien sûr, mais s'ils le souhaitent un jour, de savoir qui je suis, qui est mon père, éventuellement, dans le meilleur des cas, qui est ma mère, pourquoi est-ce que j'ai été confiée à l'adoption, pourquoi est-ce que j'ai eu ce parcours de vie haché, chaotique, pourquoi est-ce que j'ai ce mal-être en moi. Ça, c'est notre projet, que demain, tout le monde puisse avoir une vie apaisée, sans des recherches injustes. Injuste parce qu'elle nous bouffe de l'intérieur et que souvent, elle ne mène pas bien loin. Merci Martine. Alors, vous voyez, on se donne tout le temps, on se dit on va faire 5 minutes, et puis il y a l'émotion qui arrive. Et quand l'émotion arrive, ça va être difficile pour ceux qui sont ici, ça va être peut-être difficile pour vous à certains moments, mais il va falloir qu'on fasse avec. Donc, elle a présenté le collectif. Mao, arrête. On a présenté donc le collectif, sa naissance, ses objectifs, ils sont multiples. On a déjà un premier objectif qui est l'écoute, qui est évidemment l'aide, le conseil, pardon, avec des personnes qui sont en situation de recherche. Et puis également, on a un autre objectif qui n'est pas des moindres. On veut absolument faire évoluer cette loi qui est obsolète au regard donc de toutes les évolutions qui sont sociétales ou scientifiques. On voit que cette loi est destructrice et on voit que, évidemment, il faut la changer. Ça, c'est une autre chose. La stratégie qu'on a, elle est simple. On a une stratégie qui est basée sur l'échange, les échanges. C'est-à-dire qu'on va rencontrer un certain nombre de personnes, ben déjà nous, les groupes de parole, les cafés partagés, etc. On puise notre force dans ces groupes de parole. Et puis également, il y a les échanges, les rencontres qu'on va aller faire avec les décideurs, avec les institutions. Sachez que l'ensemble des parlementaires, les 725, je crois, parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, ont reçu notre première brochure de proposition et que l'ensemble de ces parlementaires vont recevoir la deuxième édition de notre brochure. On a déjà rencontré environ une cinquantaine de personnes, une cinquantaine d'élus, et on a une écoute qui est souvent bienveillante, mais il faut que de la bienveillance, on passe véritablement à l'action maintenant. Et c'est ce qu'on va chercher à faire dans les mois à venir. Et puis on a une stratégie aussi, avec une stratégie de rencontre des institutions. Et voilà, on travaille, on a une éthique avec un comité de pilotage. Alors ce comité de pilotage, certains membres sont ici. On les remercie, ils ont pu se déplacer, ils ont pu venir d'Annecy, de Saint-Étienne, voilà, on est de loin quelquefois. On les remercie, on pense à ceux qui ne sont pas là aussi, ceux qui sont dans le train avec une entorse, on pense à ceux qui sont à Montpellier au soleil. Il y en a qui sont au travail aussi, au Touquet par exemple, et on pense aussi à notre Gic, notre Pierre, qui lui est à l'aéroport. Mais
Voilà, tout ce monde-là est avec nous. Alors cette équipe-là, ça forme un groupe soudé, avec beaucoup d'expérience, avec beaucoup de volonté. Ils sont, allez, on va faire des jeux de mots, ils sont extra, ils sont excellents, ils sont extraordinaires. Et donc, non, mais c'est vrai. Et le combat que nous on mène là, enfin que moi je mène depuis quelques mois, eux ils le mènent depuis 30 ans, depuis 40 ans pour certains. Et je pense que rien que ça, il faut les saluer et les remercier. Voilà, donc on est là, en tout cas, on est empathique, on est bienveillant, mais on est déterminé. Ça, sachez-le, on est déterminé. On l'a dit hier à la web radio de Carlos, on nous sort par la porte, on rentre par la fenêtre. Donc il faut s'y attendre à ça. Il faut s'y attendre et on est très très volontaire par rapport à ça. Voilà. Je ne suis pas présenté, Eric Pilardo, Nesous-X, frère américain. Comme vous pouvez le constater, I speak English very well. Mais cette proposition, eh bien la première, c'est la légalisation des tests ADN d'origine, avec encadrement et accompagnement efficient. Bernadette, si tu veux bien monter sur scène. Et donc, passe par l'escalier, voilà. Et donc, 5 minutes. 5 minutes, c'est juste. Hein. C'est pas grave, laisse. Voilà. Bonjour à vous tous. Tu m'as micro bien près de ta bouche. Je me présente, Bernadette de Metz, née sous X le 29 janvier 1945 à Vichy, puis recueillie par la Fondation de Ville à Paris. Quelques années après le décès de mes parents, j'ai découvert mon adoption à l'âge de 27 ans, alors que mon mari, Jean-Claude, venait d'apprendre qu'il était né lui-même sous X comme ses deux sœurs adoptives. Depuis cette révélation, ce fut un combat à travers le labyrinthe administratif que j'ai mené en parallèle pour mon mari et pour moi, avec des éléments non identifiants. Mon statut d'enfant naturel non reconnu, mes 3 prénoms, ma date et mon lieu de naissance, l'adresse de la maternité et le nom de la fondation qui figurait sur le jugement d'adoption. À l'époque, il n'y avait pas Internet et j'étais constamment dans l'attente de réponses à mes courriers qui étaient le plus souvent négatives ou inexistantes. Que de déception, que de fausses joies, de découragement, mais je n'ai rien lâché. Pourtant, c'est en octobre 2020 et après 48 ans de recherche que j'ai retrouvé mes origines maternelles et paternelles à quelques jours d'intervalle grâce au test ADN. Pour moi, ce fut un miracle, n'ayant jamais été en possession de mon dossier d'adoption, sans doute perdu ou brûlé. Ma mère biologique française était décédée, mais j'ai retrouvé un demi-frère qui ignorait mon existence. Nous avons immédiatement tissé des liens fraternels en essayant de rattraper le temps perdu. Mon père biologique, décédé également, était allemand d'origine polonaise. Cependant, je suis sûre qu'il n'a jamais appris qu'il avait une fille. J'avais également un demi-frère et 2 demi-sœurs, mais malheureusement décédés. Sans les tests ADN, je n'aurais jamais pu retrouver mes origines et j'ai eu beaucoup de chance car il n'est pas toujours possible d'avoir des matchs exploitables. Je sais à présent qui je suis et d'où je viens. C'est pour la raison pour laquelle je tiens à vous soumettre la première proposition de la brochure du collectif des nés sous X d'ici et d'ailleurs sur la légalisation des tests ADN. Pour rappel, l'ADN est tout simplement l'analyse du patrimoine génétique, c'est-à-dire le support de l'hérédité. Mais ces tests de généalogie génétique demeurent interdits en France et en Pologne, avec le risque encouru d'une amende de 3 750 € en cas d'infraction, sauf s'ils sont ordonnés par un juge dans le cadre d'un test de paternité ou d'un médecin dans le cadre d'un test génétique médical. Néanmoins, on pouvait recevoir les kits ADN jusqu'en 2023, date à laquelle l'envoi a été interdit en France comme l'était déjà ancestry, et même les douanes font barrage. Il est donc indispensable d'autoriser et de légaliser les tests ADN d'origine car ils donnent la chance, souvent la seule, pour les nés sous X de progresser dans leur quête de vérité, mais aussi d'avoir accès à leurs antécédents médicaux. On peut ajouter ceux qui n'ont jamais eu connaissance de leurs origines, également les adhérents allemands de l'association franco-allemande Cœurs sans frontières, qui sont actuellement privés de leurs correspondants français. Ce sont souvent des personnes âgées qui, si elles ne tentent pas l'impossible comme les nés sous X, mourront sans connaître leur histoire. Le collectif des nés sous X, d'ici et d'ailleurs, suggère également l'accompagnement des utilisateurs par un professionnel qualifié ou un médiateur pour éviter certaines dérives. Je vous remercie infiniment de partager notre combat pour la légalisation des tests ADN en souhaitant qu'elle permettra l'aboutissement des recherches pour ceux qui sont encore en quête de leurs racines.
C'est ensemble que nous pourrons atteindre ce but. Un grand merci à Eric et Martine d'avoir créé ce site des sous-X d'ici et d'ailleurs, car cela donne du baume au cœur. Merci Bernadette, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Merci Bernadette, elle ouvre aussi une autre association dont la présidente est là, qui s'appelle l'association Cœurs sans frontières. Merci Chantal. Voilà, Cœurs sans frontières, qui est une association franco-allemande et donc qui recherche les origines d'enfants nés de Allemands, Français. C'est ça. Tout à fait, oui. Voilà. Donc merci à vous d'être là, et Pierre aussi qui est là, qui interviendra, fait partie aussi de cette association-là. On mène tous le même combat sur ça. Voilà. Alors sachez aussi que pour les tests ADN, le collectif milite aussi pour la création d'un laboratoire européen. On voit ce qui se passe en ce moment sur 23andMe. Donc voilà, c'est le moment de rebondir et de dire, mais voilà, ne laissons pas notre patrimoine génétique dans des laboratoires étrangers. Nous avons la possibilité d'en faire en France. Rebondissons en Europe, rebondissons. Nous avons l'encadrement nécessaire avec tout ce qui existe autour de la RGPD. Et donc, il faut qu'on s'en serve. C'est le moment, c'est l'instant. Merci Bernadette. Alors, le deuxième point maintenant, c'est remplacement de l'accouchement sous X ou sous secret par un accouchement dans la discrétion. Et je vais demander à Jean-Marie de venir. Donc Jean-Marie, c'est pareil, c'est un ancien militant, un militant de longue date. De longue date. Je remercie vraiment de venir et d'intervenir. Voilà Jean-Marie, tiens, voilà le micro. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean-Marie Coupleux. Je suis né le 22 mars 1950 à Niort dans les Deux-Sèvres. J'ai été retranscrit dans une autre commune de naissance en 58. J'avais donc 8 ans. Ça m'a beaucoup choqué. Sauf le point positif, c'est que j'ai été adopté par des parents aimants et ils m'ont jamais caché que j'étais un enfant adopté. Et en 50, c'était assez rare. Donc il n'y a pas eu de choc émotionnel du tout. Alors pourquoi avoir été retranscrit? Moi j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est donc, quand je vois des politiques, je leur dis écoutez, je suis porteur de vrais faux papiers, mais c'est organisé par l'État, c'est légal, aujourd'hui ce ne l'est plus. C'est un peu choquant de ne pas savoir où on est vraiment né. Ceci dit, depuis 30 ans, je recherche mes origines. Je ne vais pas mourir sous X, parce qu'à ce jour, je n'ai pas retrouvé. J'ai épluché tous les dossiers de l'époque, la DAS, l'hôpital, tout ce qu'on veut, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, donc, je peux vous dire que je suis sur une piste, grâce à un test ADN, mais j'attends un résultat d'ici à peu près 30 jours. Bonne ou mauvaise piste, je n'en sais rien. Accouchement dans la discrétion, je rejoins le collectif. La proposition, c'est transformer l'accouchement sous X, l'accouchement tout secret, en accouchement dans la discrétion. Alors, je connais bien le système du Royaume-Uni, parce que j'ai vécu 5 ans en Angleterre, et il y a pas mal d'années, à peu près plus de 15 ans, j'ai aidé une Française qui habitait la région d'Angers, qui en 1976 avait accouché. Elle était mineure dans une clinique londonienne. Et à l'époque, j'ai rencontré les maires de Londres à Paris, à travers d'autres associations, et j'ai dit je vais peut-être pouvoir t'aider, Lina. Elle a absolument retrouvé son fils en Angleterre, qui avait été abandonné mais adopté. Ça a été assez facile. Bon, je maîtrisais l'anglais, ça m'a beaucoup aidé. J'ai réussi à obtenir le First Certificate, c'est ton premier certificat de naissance, Simon, qui avait été adopté dans une famille britannique d'origine bretonne, en plus. Avec le nom de la mère, le nom du fils, c'était facile. Alors après, j'ai réussi à retrouver l'œuvre d'adoption britannique. Ça a été un parcours du combattant quand même, c'était pas si simple au départ. Et on a monté la filière. Et il y a donc à peu près une quinzaine d'années, elle a retrouvé, grâce à mon intermédiaire, son fils, qui au départ ne voulait pas chercher sa mère biologique. Il a mis 2-3 ans avant d'accepter. J'ai fait donc l'intermédiaire, j'ai fait un peu de la médiation, et Simon a rencontré sa mère, heureuse de l'avoir retrouvé, parce qu'elle se demandait mais pourquoi je n'aurais pas retrouvé mon fils. Alors la morale de cette histoire, c'est que finalement, je dis qu'il faut que le système du Royaume-Uni, c'est un des meilleurs systèmes. Il n'y a pas d'accouchement sous X, d'une part,
Et qu'à 18 ans, l'enfant peut retrouver sa mère de naissance, qui ne peut pas interroger du tout, à condition que, bien sûr, qu'il y a quand même une médiation. Et à 18 ans, donc, c'est plus facile, alors que nous, c'est impossible. Et ce qui est très difficile, c'est que j'ai fait partie d'un colloque à Londres à l'époque. Et quand je dis aux Britanniques, moi je ne connaissais pas mes origines, ils sont tombés des nues en disant c'est pas possible, on fait partie de l'Europe à l'époque, pourquoi vous ne savez rien? Ben non, on est né de personne. Ceci dit, c'est une affaire d'un côté britannique, ne veut pas du tout interférer avec le gouvernement français, c'est évident. Donc, je dirais en conclusion, l'enfant né en Angleterre, s'il le souhaite, peut retrouver facilement ses origines, il n'y a pas de secret de famille. Alors bien sûr, ça ne tombe pas très bien, parce que j'ai eu des commentaires il y a quelques jours que la police londonienne a retrouvé dans un sac devant une église à Londres un nouveau-né qui était déjà décédé. Ça n'empêche pas que c'est très très rare. Alors qu'en France, il y a toujours des infanticides, des abandons sauvages, malgré qu'il y a l'accouchement à Soulix. Alors quand on contacte des professeurs de médecine ou des politiques, ah oui, mais attendez, si on fait sauter le verrou de l'accouchement angélique, il y aura des infanticides, il y aura des abandons sauvages. C'est un faux problème. Il faut passer au-dessus. Donc, je pense que c'est la meilleure solution de transformer l'accouchement sous le secret dit sous X en accouchement de la discrétion. Surtout qu'aujourd'hui, la multiplication des cas ADN va fragiliser, fragiliser la loi. Ce n'est pas non plus les tests ADN qui vont changer la loi. Bien qu'il y a certaines personnes qui disent oui, avec la multiplication des tests ADN, la loi changera. Non, moi je suis convaincu, il faut que ce soit des collectifs, comme à laquelle j'appartiens, pour essayer de faire évoluer les choses. Moi, depuis 30 ans, je fais partie d'autres associations, je ne les nommerai pas. Rien n'a évolué. On fait quand même du travail, il ne faut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais bon, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, il faut, la société évolue, il faut passer au-dessus, et puis il faut faire comprendre surtout aux citoyens lambda que c'est destructeur, qu'en fort intérieur, on est quand même, je dirais, en soi une souffrance. Ça ne se voit pas qu'on est né sous X. Hein. Moi, je ne suis pas né à l'international, je suis né dans les Deux-Sèvres. Hein. Et je reconnais que j'étais trahi parce qu'on m'a changé de naissance, ce qui n'est pas normal, mais aujourd'hui ça ne se fait plus. Donc voilà mon parcours, je dis haut et fort, j'ai 75 ans depuis le 22 mars, donc c'est récent, j'ai toujours milité et je ne souhaiterais pas mourir sous X parce que par rapport à mes filles aussi, il va savoir d'où leur papa vient et c'est compliqué parce qu'elles comprennent parfaitement qu'aujourd'hui, ça n'a plus de raison d'être. Hein. Même des gens qui sont pas, je dirais, qui ne connaissent pas du tout notre situation, disent, mais attendez, il faut quand même que ça évolue la loi. Parce que, moi je travaille surtout, je dirais, que pour les nouveaux, 400, 450 accouchements de X par an, c'est beaucoup. Et il faut que la nouvelle génération, parce que la loi ne sera pas rétroactive, mais moi je vais apporter ma pierre comme d'autres à, je dirais, cette évolution de la société. Voilà. Merci Jean-Marie. Vous pouvez l'applaudir aussi, Jean-Marie. Alors, à savoir que c'est vrai qu'il a parlé de faux papiers. Quand un sous-X demande un extrait d'acte de naissance, par exemple, un extrait d'acte de naissance, on est né de nos parents adoptifs. Donc ça nous conforte aussi, quand on est très, très jeune, dans le fait de dire, ben oui, on est né de nos parents adoptifs. Donc voilà, il suffit après, mais ça il faut le savoir, et il faut savoir qu'on a été adopté, de demander un acte intégral de naissance en disant attention, on a été adopté et tout ça, et là on a des mentions marginales. Je me tourne vers Bernadette et vers les anciens, enfin, voilà. Donc voilà. Donc, et là on sait qu'on était adopté et qu'on est né. Voilà, on n'est pas né d'un tel ou d'un tel, on est né, voilà, on est enfant naturel, ou on est enfant trouvé, ou on est enfant abandonné, enfin, il y a beaucoup de qualificatifs sur ça. Je vais juste rajouter une chose, c'est que quand j'ai voir mon dossier à l'époque à la DAS de New York, j'étais classé en plus enfant trouvé. Ça, c'est des catégories. Par l'administration. Je suis un vrai faux trouvé parce que je n'ai pas été trouvé sur le parvis de l'église à l'extérieur, je suis né dans une maternité. Mais effectivement, je trouve que là, la classé trouvé, la classe rentée, c'était ridicule, mais c'était. Alors quand je me déplace, on refuse encore aujourd'hui que j'obtienne une copie intégrale. Alors, New York, Saint-Maxence, c'est à 30 km, j'y vais, et puis on me dit, attendez, moi, je suis adopté, et là, on me sort vraiment, je dirais, la copie intégrale,
Alors, l'estimation adoptive, tout est marqué. Même mes parents, qui étaient assez ouverts parce qu'ils ont su que je faisais des recherches, et mon père qui était anciennement psychologue à l'université de Rennes, il a compris ma démarche. J'avais 40 ans, c'était tard. Et justement, donc, j'ai vu qu'un jour, le livret de famille avait disparu. Le premier livret de famille, c'était marqué que ma soeur et moi, on était adoptés. Et comme par enchantement, le livret de famille, il a dit, je l'ai perdu, j'en ai fait faire un autre. Et là, il y a marqué, rien du tout, on est né de parents adoptifs. Alors, moi, je suis convaincu, moi, c'est mon avis personnel, je recherche, je milite pour faire évoluer. Moi, j'ai une sœur qui a été donc adoptée et qui ne veut pas chercher. Je respecte, mais surtout pas qu'on la retrouve. Parce que puisqu'on a été abandonné, à quoi ça... Moi, on ne connaît pas non plus la raison pourquoi la mère a abandonné l'enfant. Voilà un petit peu. Voilà. Oui, Léa, tu voulais poser une question? Oui, bien sûr. Je voudrais savoir. Présente-toi. Oui, bonjour, je suis Léa Carpel, je suis psychologue clinicienne et j'ai milité pour l'annulation, l'interdiction des tests génétiques pour les enfants adoptés et pour les enfants nés d'un don de gamètes. Et quand vous dites, et par ailleurs je suis psychologue en maternité et en PMA, quand vous dites un accouchement dans la discrétion, qu'est-ce que ça changerait de l'actualité dans les faits? C'est-à-dire, est-ce qu'on connaîtrait la femme par son nom et son prénom qui a accouché? Est-ce qu'on garderait le système actuel, c'est-à-dire qu'elle écrit tous les détails dans une lettre fermée que l'enfant découvrirait? Qu'est-ce que ça changerait de la loi actuelle? Qu'est-ce que vous imaginez qui pourrait être différent? Alors, on n'imagine pas, on a réfléchi, on a pensé, et donc oui, il y aurait le nom, il y aurait le prénom, et il ne faut pas croire qu'actuellement dans les plis fermés, il y a ces informations-là. Les plis fermés, il y a souvent des informations qui ne sont pas des informations nominatives, qui ne sont pas des informations souvent vérifiées, et quelquefois ça peut être un dessin, ça peut être un doudou, ça peut être quelque chose qu'on laisse comme ça, mais il n'y a pas le nom. Et il ne faut pas croire que, même s'il y a 30%, je crois, de mamans qui laissent des informations dans des plis fermés, il y a très rarement des informations nominatives. C'est un pas très difficile à franchir. Surtout qu'on leur demande à ces femmes qui sont dans une situation de vulnérabilité, on leur demande, au moment où elles sont le plus fragiles, on leur demande, laissez votre nom. Non, ça, je veux dire, il y a un problème d'accompagnement, il y a un problème de réflexion. D'accord. Donc votre proposition, c'est que pendant la grossesse, on les encourage, on les pousse à donner leur nom et leur prénom, ou est-ce que vous voudriez que la loi change complètement, que ce soit plus permis d'accoucher dans le secret de l'identité? Je viens de m'apercevoir de la folie de ce mot, de cette expression, parce qu'actuellement, comme je suis psychologue aussi en maternité, quand il arrive que des femmes accouchent sous le secret, en fait, je les rencontre, j'accueille leur histoire, je connais peut-être leur nom de famille, leur prénom réel, mais pas sûr, et je me permets, moi, de faire un compte-rendu très détaillé sur le dossier de l'enfant. Mais le CNAOP, aujourd'hui, recueille des informations qui sont en effet non nominatives et qui concernent l'origine géographique du père et de la mère, leur taille, leur poids, leur métier, etc. Alors, ce sont des indications qui pourraient aider à la recherche, mais en effet, ce n'est pas la levée totale de cette loi. Donc, dans la discrétion, ce que j'entends, c'est que ce serait une levée totale, mais dans les faits, une femme qui arrive pour accoucher, qui ne souhaite pas donner une attache légale à ce bébé, qu'estimez-vous heureux de faire? La loi doit changer, et la dame vulnérable qui arrive doit être informée qu'on ne peut pas lui mentir. On ne peut pas lui mentir, on ne peut pas lui dire vous allez être anonyme à vie. Mais c'est un mensonge grave, à la limite. On parle de notre identité à nous, mais parlons de son identité à elle, de sa dignité à elle. Elle va se construire sur quoi? Sur du mensonge? C'est pas possible non plus. Nous, ici, on s'est construit un petit peu sur ça. Et donc, voilà, non. La loi change, on doit donner son identité, et l'enfant, à sa majorité, peut, s'il le souhaite, accéder à l'identité avec accompagnement. Et là, on compte fort sur les psychologues, avec accompagnement, parce que ça peut être des moments assez perturbants. Merci. Merci Jean-Marie. Donc, troisième proposition, Mao, suppression immédiate de l'anonymat post-mortem des femmes ayant accouché sous X.
suis née sous X en 1980. Et j'ai recherché mon identité il n'y a pas longtemps, ça devait être il y a 3 ans. J'ai retrouvé ma mère en 4 mois et je suis très fière de ça grâce au test ADN. Et uniquement grâce au test ADN, je suis quelqu'un qui est contre le CNAOP. Je vous encourage à lire mon livre qui s'appelle L'Ouvre à la rage, où j'explique tous les dysfonctionnements de l'État, de ce qu'on fait à des nouveau-nés. Moi, je suis née dans le département de l'Yonne. Déjà, il y a un lourd passé qui est disparu, l'ASE. Bref, vous êtes tous au courant de ça. Moi, donc je suis née à La Roche-Migène. Sur mon acte de naissance est noté que je suis née à Auxerre. On m'a changé 3 fois de prénom et je rappelle que je suis née en 1980. Donc c'était pas dans les années 60. Hein. Quand je raconte mon histoire, on me dit mais c'était dans les années 60. Ah non, c'était en 1980. Donc il y a des dérives. Moi je suis choquée qu'il y ait encore 500 bébés qui naissent sous X encore. C'est pas possible. On se rend compte de la détresse de ces enfants et surtout de ces femmes qui accouchent sous X et qui sont traumatisées à vie, parce que nous sommes traumatisés, mais ces femmes se cachent, elles se terrent, elles sont... c'est des animaux apeurés. Moi, j'ai retrouvé ma mère qui est traumatisée, qui garde la tête haute, mais qui est dans un déni total et qui ne veut absolument pas qu'on le sache. Que ses voisins, ses collègues connaissent, soient au courant de ce qu'elle a fait en tout cas. Et pourtant, elle, il n'y a rien de mal, elle avait 18 ans, c'était son petit copain, enfin bref, c'est pas une histoire vraiment glauque, parce qu'il y en a quand même. Si je suis là, c'est pour vous parler de notre proposition numéro 3 concernant la suppression immédiate de l'anonymat post-mortem des femmes ayant accouché sous X. Il faut savoir que le CNAOP, quand on les contacte, quand elles acceptent de répondre, donc le CNAOP, ce n'est pas des psychologues, hein, c'est des juristes qui font pas très bien leur travail, en tout cas pour moi. Et non, je vous dis, j'assume complètement ce que je dis parce que je ne comprends pas qu'on puisse que cet organisme puisse exister, que ça fasse partie de l'État et qu'on soit tous là à réclamer des dossiers qu'on ne verra jamais parce que qu'on nous traite comme des moins que rien, on n'existe pas, on est des X, on restera. Les femmes n'existent pas non plus parce qu'elles n'ont jamais accouché. Il faut se rendre compte de ça. Une femme qui accouche sous X n'a jamais accouché. Elle n'a pas accouché. Le bébé n'existe pas non plus. En tout cas, à cette date-là, ce lieu-là, ce bébé, il n'existe pas. Donc pour nous, vous imaginez le choc de pouvoir exister, de vivre, d'assumer le fait qu'on est, on ne sait pas trop en fait qui on est. Donc, le CNAOP, quand il réussit, ce qui est très rare, à identifier la mère biologique, va l'appeler. Donc, il trouve son numéro grâce à la Sécu en général, Sécurité sociale, il appelle cette femme, et donc la juriste qui l'appelle lui dit, voilà madame, apparemment, vous auriez accouché sous X il y a tant d'années. Donc la personne, elle est déjà choquée qu'on l'appelle et qu'on lui dise ça. Bon, il y a une lettre qui a été envoyée bien avant. Hein. Il y a déjà eu un courrier où elle n'a sans doute pas répondu. Donc on l'appelle. Et là, on lui dit, vous avez des droits. Vous avez évidemment le droit de ne pas avoir cet enfant. Vous avez également le droit de garder ce secret même après votre mort. C'est votre droit. Et l'enfant lui dira rien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, la femme est là au téléphone,
elle tombe dans la salle de 50 étages. On lui dit qu'en plus l'enfant il l'a retrouvé, elle a enfoui ça dans sa mémoire, elle s'en rappelle même plus. Et on lui dit, mais vous inquiétez pas, dites non. Non, dites non surtout. Même après votre mort, on vous protège. Donc en fait, elle va jamais se dire, ah bah oui, non, je veux que mon enfant sache qui je suis. Elle va tout de suite aller dans la facilité, vu qu'elle est traumatisée. Donc ça, non. Ça, c'est notre non. C'est non, c'est plus possible. Donc, la proposition, c'est suppression immédiate de l'anonymat post-mortem. Donc, vu qu'en plus, on ne veut plus qu'il y ait de femmes qui accouchent sous X, le problème sera vite réglé. Voilà. Merci Mao. Vous pouvez l'applaudir, Mao. Oui, tout simplement, c'est vrai, ils peuvent garder le secret, donc dire je veux garder le secret après la mort, je regarde Alain, et apparemment ça ne repose pas sur une loi, ça repose sur une façon de fonctionner du CNAOP. Il n'y a pas de support légal, parce que quand on demande au CNAOP en gros sur quelle loi il se base pour faire ça, il n'y a pas de loi. C'est un mode de fonctionnement qui est inscrit dans le fonctionnement du CNAOP. Ça les arrange surtout, ça les arrange. Donc c'est quelque chose peut-être qui peut être assez vite supprimé, au moins ça tout de suite. La loi, ça va prendre un tout petit peu plus de temps, mais au moins ça tout de suite. Voilà. Merci Mao. Quatrième proposition, obligation de retenir l'ensemble des données relatives à la santé, que ce soit pour les enfants ou les parents biologiques, et bien sûr obligation de pouvoir accéder ensuite à ses antécédents médicaux pour l'enfant et sa famille adoptive. Donc voilà, c'est un aspect très très important de notre problématique. À toi, Anne-Laure. Alors, je suis Anne-Laure, je suis née sous X à Saint-Étienne le 3 mai 1971. Dès l'âge de 12 ans, je me suis posé beaucoup de questions. Je m'en suis même rendue malade. Et donc, j'ai eu de cesse d'essayer de savoir d'où je sortais, malgré une adoption extrêmement réussie. Et l'émotion. Et donc, ça a été très compliqué, une adolescence très compliquée, une vie très compliquée. Et puis, en 2017, après j'ai fait toutes les démarches possibles, inimaginables, j'ai rencontré plein de gens, l'ASE, le CNAOP m'a aussi un peu éjecté, on va aller jusqu'au bout de sa mission parce que ma médiatrice n'avait pas le temps. Et donc, elle osait me le dire, ça j'ai trouvé ça génial. Et en 2017 ou 2018, j'ai fait un test ADN qui m'a sauvé la vie. Le 4 juillet 2019, je suis née. Désolée. Vas-y. C'est normal. L'émotion est là. On le vit et quand on en parle, on le revit. Et toute sa vie, on le revit. Donc de temps en temps, ça sort et puis voilà quoi. C'est la vie. Là, on se met un peu tout nu devant vous. Voilà. Et moi, pourquoi? Alors moi, j'étais même pas très sûre de continuer ma vie en fait. Et j'ai eu un petit garçon et je me suis dit si jamais ma vie s'arrête avant, je veux qu'il sache qui j'étais, et non pas qu'on lui raconte qui j'étais, mais que je lui dise qui j'étais. Et donc j'ai écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle X un jour, X toujours, qui était essentiellement sur cette souffrance qui était sans fond. Et donc, le 4 juillet 2019, je revis. Donc là, on arrête de pleurer.
Et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même si j'étais investie déjà depuis un certain temps, je me suis dit, il faut vraiment que les choses bougent. Donc j'ai fait partie de certaines associations. Et puis j'ai rencontré le monsieur à côté de moi. Et là, ça a été un déclic, cette idée de collectif, cette idée de bosser ensemble, cette idée d'aller tous vers un même but, avec des échanges dans l'égalité aussi, c'était chouette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'une discrimination que tous les nés sous X vivent un jour, c'est la santé. Alors, tous les nés sous X connaissent ce moment de gêne quand vous êtes chez le médecin et le gars vous dit « Est-ce que vous avez des antécédents ?» Et là, alors dans le meilleur des cas, non. Moi, je sais que maintenant, je dis non, je regarde le mec bien en face et je dis je suis née sous X. Mais pendant des années, je disais non, je sais pas, non. Et en fait, cette histoire des antécédents médicaux, c'est tellement important. Je vais vous demander, pour ceux qui sont pas nés sous X, parce que les autres savent, de vous mettre dans la peau d'un nez sous X. C'est-à-dire qu'il y a une cigogne un jour un peu dingue qui vous a balancé dans un monde hostile, vous êtes tombé n'importe où, et vous ne savez rien. Vous ne savez rien. Et puis, voilà, vous avez une vingtaine d'années et on vous diagnostique une grave maladie qui nécessite une greffe de moelle osseuse par exemple. Alors on sait qu'une greffe de moelle osseuse, en général c'est les parents ou les frères et sœurs. Bon, mais j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous qui êtes nés sous X, vous allez crever en fait. C'est bête, mais on va rien pouvoir faire pour vous. C'est dommage. Un autre exemple. Vous avez un enfant. Vous donnez la vie. Vous arrivez enfin à construire quelque chose. Vous êtes content. Et là, on diagnostique à votre enfant une maladie génétique rare. Et vous n'avez pas de passif, vous n'avez rien, vous savez pas qui a pu être atteint ça avant. Enfin bon, les médecins nous partent de zéro. Et dans ce cas-là, très souvent, il faut aller vite. Sauf que là, voilà. Et votre enfant va mourir. Vous imaginez la culpabilité, là? Vous lui avez transmis la mort. C'est juste ignoble. De quel droit vous vous êtes reproduit alors que vous ne saviez même pas d'où vous sortiez? C'est un petit peu violent ce que je dis, mais c'est vraiment ça. Et la troisième chose qui pour moi est très très importante, c'est tout ce qui est aussi aspect psychique et psychiatrique. Bon, même s'il n'y a pas d'études sérieuses sur le sujet, et il faudrait qu'il y en ait une rapidement parce que je pense que ça serait intéressant. On ne connaît pas le taux de suicide officiel chez les nés sous X, mais combien d'entre nous ont eu cette envie à un moment donné, cette envie de fuir, parce que tout était impossible, parce qu'on ne savait pas comment attraper la vie, on ne savait pas qui on était, on ne savait pas d'où. Quand vous vivez avec quelqu'un, vous ne savez rien, vous ne connaissez pas, vous ne faites que des suppositions, vous ne ressemblez à personne, vous n'avez aucun point d'ancrage, et c'est très très dur. Psychiatriquement, ça ne va pas très fort. Pour un peu que vous ayez dans votre génétique des gens fragiles, et voilà quoi. Je vais vous donner un exemple. Donc j'ai organisé à Saint-Étienne il y a quelques mois un café partagé. Et donc il y avait une douzaine de personnes et il y avait 8 nés sous X. Alors sur les 8 nés sous X, il y en avait quand même une qui sortait de clinique psychiatrique,
et celles qui étaient sous traitement. Voilà, je crois que ça déjà, ça parle. Et imaginez combien l'État pourrait économiser avec tous nos soins psychiatriques, avec tout... Non mais, je pense qu'il n'y aurait plus de trous dans la sécurité sociale. Je veux dire, si on était tous bien dans nos baskets, c'est vrai. Donc, voilà, il faut que tous les enfants qui naissent aujourd'hui aient accès à leurs antécédents médicaux, quels qu'ils soient. C'est tout. C'est même pas négociable, en fait. C'est même pas négociable pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Voilà. Après motion et réflexion, merci beaucoup alors. Merci. C'est vrai que c'est quelque chose de très important pour nous, l'accès à la santé, aux données de santé, et ça devrait être une obligation, et que ce soit recueilli et vérifié aussi. Hein. C'est pas de la déclaration comme ça, c'est des choses qui sont vérifiées et qui sont notées. Et c'est vrai que sur le carnet de santé, il n'y a pas grand-chose. Ah, depuis que je sais que ma mère biologique est diabétique, je mets plus de sucre dans mon café, tu vois. Non, mais je veux dire, il y a des trucs, c'est... Voilà, oui, Carlos. Je me permets de réagir, puisque de toute façon, tout ce qu'on est en train d'expliquer et de dire depuis le début, ça s'applique évidemment à l'adoption internationale. Dès l'instant où on Ce se que vous connaît pas... dénoncez et racontez, c'est le quotidien chez nous aussi. C'est vrai pour les adoptés internationaux, c'est vrai pour les nés par PMA, c'est vrai pour plein de gens en fait. Mais je veux dire, à notre époque, au XXIe siècle, c'est juste... c'est même complètement dingue. Et quand on fait réfléchir les gens là-dessus, ils disent bah ouais, en effet. Léa, non, ça va, c'est bon. Ok, allez, on passe au prochain point, parce qu'on est un petit peu en retard, hein, les amis. Alors, réforme des missions CNAOP en France par le spécialiste local, Alain. On avait hésité entre Mao et Alain, mais bon, c'est tout. Alain, réforme des missions du CNAOP. Mettre comme ça. Bon, oui, effectivement, on va le mettre un peu. Change pas. T'étais comme ça quand tu as représenté ton livre à un café de débat. Je t'avais lu, pour ceux qui n'ont jamais lu un livre qui peut vous retourner concernant les conséquences de l'accouchement sous X et de la naissance sous X, son bouquin est là. Franchement, elle ne se cache en rien. Et tout ce qu'on peut vivre, elle l'a mis, et vous en avez eu un petit goût. Et elle va mieux. Et elle va mieux. Alors, quelquefois, c'est un peu l'exception parce que le CNAOP a fait une étude il y a une vingtaine d'années, disant que pour tous les gens nés sous X qui avaient retrouvé leurs origines, il y avait quelque chose d'un peu extraordinaire, c'est qu'effectivement, on était apaisé, que quand on a retrouvé son histoire, non seulement on était apaisé, on va beaucoup mieux, notre entourage va beaucoup mieux, et c'est pas des chiffres en l'air, ce sont des gens qui ont fait quelque chose de très scientifique, de très calculé, on va mieux de 22%, ce qui n'est quand même pas rien. Non seulement nous, bien sûr, notre entourage est là, mais que malgré tout, notre bien-être reste inférieur à celui de la majorité des citoyens. Alors je fais le point avec ça parce que justement avec le CNAOP, dans la série, on avait décidé tous de quitter le CNAOP à une époque à cause justement des problèmes de santé, parce que dans la loi, vous devez, si vous êtes atteint d'un problème médical génétique, vous devez absolument informer votre famille en haut, en bas, à gauche, à droite. Nous, on peut pas. Donc, on donne régulièrement au Téléthon, avec plaisir, pour nos enfants, nos petits-enfants, mais ça ne prend pas pour nous. Et je vous invite, juste pour finir sur la question, à aller voir un film, si vous n'avez pas encore vu, qui s'appelle Enfant phare. Enfant phare, c'est une belle comédie qui est bien faite, mais qui pose vraiment la question de fond au départ sur notre question de santé. Parce qu'effectivement, comme je le disais l'autre jour à un député, s'il y a une greffe à faire, une greffe de bras, c'est très bien, comme dit Laure, vous allez voir votre famille, nous on va faire notre testament. Donc en gros, c'est à peu près ça. C'est un peu cru, mais c'est tout. Donc le CNAOP, moi j'ai siégé pendant 7 ans. Je suis né sous X, bien sûr, sauf qu'avec une petite différence par rapport à mes petits camarades d'avant, c'est que moi je l'ai appris à 42 ans à la mort de mes parents. Et donc à partir de là,
Heureusement, j'avais des enfants et une compagne qui m'ont bien soutenu, mais ça a été évident. Donc j'ai retrouvé un certain nombre de gens que vous avez vus dans les associations à droite et à gauche. J'en ai accueilli quelques-uns au Café Débat, camarades ici présents. Et effectivement, après ça, j'ai pu siéger au CNAOP et voir de l'intérieur comment ça fonctionnait. On a tous décidé d'une manière unanime à quitter. Pourquoi? Parce que effectivement, le CNAOP a quelques résultats. En gros, une centaine de personnes qui sont retrouvées, dont on retrouve les parents, une centaine qu'on retrouve au cimetière, parce que ça nous arrive aussi. Il y a de très beaux livres de gens qui ont retrouvé leurs parents au cimetière. Et puis, à côté de ça, il y a quand même 90% des demandeurs à qui on ne répond pas et à qui surtout on ne retrouve rien, et qu'on laisse complètement la ligne. Donc, la réforme du CNAOP, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait déjà changer la démarche. C'est assez simple. On peut arrêter de demander à quelqu'un, à une femme qui est justement complètement secouée, comme elle a dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez garder le secret même après votre mort? Non, il n'y a aucune base légale. Un petit détail, dans les premiers rapports du CNAOP, il était marqué qu'il y avait une base légale. Cette base légale a été effacée pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle n'existe pas. C'est une décision du premier président du CNAOP à l'origine. Donc, arrivé là, on peut arriver déjà à obtenir quelque chose, s'il le voulait bien, du CNAOP aujourd'hui. Mais demain, avec une nouvelle loi qui consiste à supprimer l'accouchement sous I qui a passé dans un accouchement d'indiscrétion, on peut se rapprocher effectivement du modèle anglais qui permet de dire qu'effectivement, eh bien, à notre majorité, n'oubliez pas un détail, à notre majorité, les 2/3 des gens qui s'adressent au CNAOP ont plus de 50 ans. Les 2/3. Donc vous voyez le temps qu'il faut à ce qu'on se décide à pouvoir commencer à s'occuper de notre histoire. On voudrait bien avoir une étude là-dessus du pourquoi, on s'en doute un peu, mais une étude scientifique, ça serait une bonne chose. La deuxième, c'est que les 2/3 des demandeurs sont des femmes. Alors la tarte à la crème qui consiste à nous dire que oui, une femme qui accouche d'un seul coup, elle dit, il faudrait que ça bouge bien. Pas du tout. Elle attend 50 ans, elle attend pratiquement d'être grand-mère pour le savoir. Donc, demain, ça peut être quoi un nouveau CNAOP? Ça peut être dans le cadre de l'accouchement discret ou protégé. Ça veut dire qu'il va stocker l'identité, il va récupérer les noms, les numéros de sécu, avec ça suffit, on retrouve ou n'importe où dans le monde. Et à partir de là, à la majorité, lorsqu'on le souhaite, on est de droit. Je dis bien de droit. Il ne s'agit pas de savoir, mais dites-moi, chère madame, ça vous dirait, mais non, vous n'avez pas peur. Non, de droit. Monsieur, madame, je veux savoir d'où je viens, qui je suis. J'ai un problème de santé, ça fait un temps que je m'en occupe de savoir d'où je viens et que de pouvoir répondre. Donc, et à partir de ce moment-là, la principale activité du CNAOP serait non seulement de retrouver ce qui ne va pas être trop difficile avec les données de quelqu'un, mais aussi de servir d'intermédiaire et de médiateur. Car aujourd'hui, il y a une fonction. Bien sûr, les inspectrices du CNAOP disent qu'elles sont elles-mêmes des médiatrices. Sur le fond, je veux bien les croire pour les avoir bien connues dans leur boulot. Mais franchement, au quotidien, elles n'ont absolument pas le temps. Deuxièmement, la politique qu'on leur demande de mener n'est absolument pas dans ce sens-là. Donc effectivement, elles pourraient même faire appel à des appuis extérieurs, elles pourraient faire appel à des associations de médiation familiale. C'est ce qui serait une bonne chose, au lieu de passer à un truc brutal. Vous savez, il y a un truc qui court au CNAOP, qui est l'exemple du chien. Bonjour madame, je vous ai retrouvé, et là, souvent, vous pouvez me rappeler dans une heure, je vais promener le chien. Pourquoi ils font ça? Parce qu'à ce moment-là, ils sont seuls avec leur téléphone et la personne au bout. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, une bonne partie de leur famille n'en a aucune idée. Donc il y a un double chemin à faire. Nous, on a un chemin parce qu'on veut savoir d'où on vient et c'est normal. Comme tout citoyen, on ne demande pas la lune. Hein. On demande à avoir la même chose que les autres. On ne demande pas rien d'extraordinaire. Exactement comme vous qui êtes issu de la PMA, heureusement, vous avez pu faire un grand pas en avant, mais on ne demande pas la lune. On demande ni plus ni moins que l'égalité des droits. Pas plus. Tout le monde me dit, c'est incroyable ce que vous demandez. Vous ne connaissez pas, hein, et pour raison. Oui. Franchement, quand on vous dit ça, n'hésitez pas à retourner la question. Vous les connaissez, vos parents, vous? Oui. Et pourquoi moi je ne pourrais pas? On en a 4. Alors effectivement, il y a plein d'histoires dramatiques dans tous les livres. Vous allez voir, il y en a quand même quelques-uns qui ont quand même des histoires pas faciles. Moi, ça va, l'histoire, je ne m'a pas trop perturbé, même si je n'ai pas vu ma mère en dehors de son cercueil, mais ça ne m'a pas trop mis par terre. Mais sincèrement, on ne demande ni plus ni moins que l'égalité des droits devant la santé. Aujourd'hui, nous sommes quand même le seul pays, lorsqu'on a
fait la révision des lois bioéthiques, qui a voté à l'unanimité le fait qu'on n'ait pas le même droit que les autres. Parce que si, pour ceux qui sont pas nés sous X, vous avez une maladie génétique, que dit la loi? Elle vous dit que vous devez le faire. Et ben nous, on a voté le contraire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Non seulement nous, mais en plus nos mères de naissance ne sont pas obligés de le faire. Comme disait quelqu'un tout à l'heure, il y a un grand absent dans tout ça, le père. Alors pour une fois qu'il y a un homme qui va être sur scène en dehors de toi, oui, le père. Parce qu'il y a des pères aujourd'hui qui commencent à arriver, parce que la loi de 2002 a transformé un droit sur les pères. Ils n'ont plus le droit au secret à l'anonymat. Vous avez le droit de vous adresser au CNOB en EPS. Il y a aussi le père. Donc le père, il faudra peut-être qu'il le trouve. Bon, pour l'instant, ils ont trouvé une espèce d'artifice législatif qui veut qu'il ne fait pas. Mais le père aussi, pour notre santé, c'est nécessaire. Donc, si on change de loi, le CNOB peut avoir un nouveau CNOB avec même les mêmes personnes, on ne veut pas les foutre à la porte, mais qui puisse arriver à faire autre chose, c'est-à-dire à nous aider à trouver quelqu'un, ça ne sera pas difficile, surtout à nous aider à faire comprendre à cette personne que oui, on peut faire connaissance, oui, elle peut avoir eu sa vie. Oui, nous on a eu la nôtre à 50 ans, on a aussi eu la nôtre, hein, mais parce que la moyenne d'âge ne va pas changer. Donc à partir de là, ça serait une vraie médiation. Alors il y avait quelqu'un qui pourrait faire des médiations là-dessus. Il y a des professionnels de ça, on ne demande pas à un fonctionnel d'être médiateur. Il suffit simplement de faire appel à un médiateur. Donc le nouveau CNAOP pourrait faire appel à des médiateurs, pourrait faire appel à des médecins, etc. Donc voilà, le rôle du nouveau CNAOP, ça serait de faire un peu le contraire de ce qu'il fait actuellement. C'est-à-dire, nous aider, 2, reconnaître qu'effectivement on a le même droit à la santé que tout le monde, et puis 3, même vis-à-vis des mères, reconnaître qu'elles-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, le retour de santé, il a double sens. Hein. Si demain, toi et moi, enfin, toi tu vas retrouver ta famille, mais si demain on a une maladie génétique, on ne peut pas prévenir notre mère. On ne peut pas prévenir nos frères et sœurs. Donc eux aussi, dans le système de ceux qui voulaient absolument protéger, ça se retourne contre les mères de naissance. C'est pour ça qu'il y a un grand nombre de mères de naissance qui disent « Stop, arrêtez, l'anonymat, c'est pas vrai ». La loi est viciée par son titre, naissance ou secret. Est-ce que vous savez combien de mères laissent un pli? 1/3. Et comme disait tout à l'heure Eric, on a vu des tas de choses. Enfin, moi, je ne m'occupais pas des dossiers, mais c'était souvent une anecdote quand on disait « Waouh, on a trouvé un bijou, un nounours, une photo, etc. » Mais bon, effectivement, ça peut être une institution qui peut faire de belles choses. Il suffit d'en changer d'abord la loi et surtout de donner notre objectif. Merci Alain. Merci Alain. Synthétique, très bien, parfait. On va passer au 6e point qui est la lutte contre les trafics d'enfants, adoption illégale et surtout contre les faits imprescriptibles en accueillant Inès. Alors, pendant qu'Inès arrive, simplement sur le Facebook Live, il y a Chira qui nous confirme que le médecin de sa mutuelle lui a dit qu'il y avait beaucoup d'adoptés sous X qui avaient des problèmes de santé très graves au point de ne plus savoir travailler. Et il y a aussi Magda, que tout le monde connaît, Magda, donc une amie belge, et qui nous dit tout simplement qu'elle va aller promener son chien. On fait un petit coucou aussi à nos amis belges de Thérèse Wante, avec qui on mène le combat pour la vérité, une SBL belge, et qui avait institutionnalisé un trafic de bébés entre la France et la Belgique. L'accouchement sous X existant en France, les mamans vulnérables belges étaient amenées pour accoucher dans les maternités françaises, étaient anonymisées puisqu'ils venaient sous X et repartaient pour être adoptés en Belgique. C'est ce qu'on appelle un trafic d'enfants, monsieur l'homme. Inès, à toi. Ça me permet de faire cette bonne transition. Merci Eric. Bonjour à tous. Je m'appelle Inès. En tout premier, je voulais remercier déjà Eric et Martine pour cet élan collectif que vous avez su créer. Et puis, tous ceux qui êtes là, il y en a que je rencontre depuis peu. Il y a Anne-Laure qui est ma cousine, que je connais très bien. Et cet élan collectif, il est très important. Et il va nous aider tous à avancer. Et puis, il va aider aussi ceux de demain pour qu'ils aient pas les mêmes difficultés que celles que nous avons rencontrées. Moi, je voudrais faire, après ce que tu as dit, Eric, un petit topo
sur la question de la justice et de l'équité aussi. Certains intervenants en ont parlé déjà. Et plus particulièrement dans les cas où en fait on réalise qu'il y a eu des adoptions qui ont été illégales, trafiquées, et le cas plus global des trafics d'enfants. Et je parle là des trafics d'enfants non pas à l'international, puisqu'ils ont été en fait assez souvent documentés, mais les trafics d'enfants qui ont eu lieu sur le territoire national en France. Moi j'ai été adoptée en 1973 à Montpellier, je suis née à Montpellier, et j'ai pu remonter en quelques années le fil de toute mon histoire. J'ai retrouvé mes parents biologiques, mère et père, et ça a été l'occasion en fait de découvrir pour mon cas, mais aussi malheureusement pour plusieurs autres enfants de Montpellier, et pour plusieurs autres enfants qui sont passés par la pouponnière de Bourse-Franc, dans laquelle, qui est en Charente-Maritime, donc, et dans laquelle on est passé, on a pu découvrir toute une sorte de réseau parallèle où des enfants ont été adoptés de manière totalement hors cadre. Des enfants étaient amenés dans un appartement dans lequel des parents venaient les choisir, et à partir de là, les enfants sortaient du cadre légal, ce qui est absolument insensé. Et si je vous parle de ça, c'est parce que au moment où j'ai pu, moi, faire ouvrir mon dossier d'adoption, en réalisant toutes les irrégularités auxquelles j'ai été confrontée tout de suite, et puis toutes celles que j'ai découvertes par la suite, le premier réflexe, c'est de dire, donc c'est anormal, c'est dégueulasse même, et donc on demande un petit peu de justice. Et le problème, c'est que dans le droit français, encore une fois, on est un peu les oubliés, puisque à partir du moment, disons, il y a en droit commun français, le délai de prescription quand il y a un crime ou un délit démarre au jour où le délai est commis. Dans le cadre des adoptions, en réalité, si vous découvrez que votre dossier d'adoption comporte des irrégularités graves et que vous demandez justice, on vous dit que ce n'est pas possible parce que la prescription a démarré au jour de votre naissance, ce qui est absolument anormal. Le délai de prescription devrait bien évidemment démarrer au jour où vous avez connaissance de l'information, c'est-à-dire le jour où vous ouvrez votre dossier d'adoption. Donc déjà, c'est une première irrégularité et grande injustice, je trouve. Et du coup, je pense que c'est important aussi de pouvoir aller changer la loi et faire pression sur le législateur de manière à ce qu'il reconnaisse que c'est absolument injuste, inéquitable, contraire au droit français. Encore une fois, sur ce sujet comme sur d'autres, malheureusement, beaucoup pour les adopter. Et quand on voit les malversations qui ont eu lieu, en l'occurrence, dans mon cas, c'était à travers l'organisme qui s'appelle la Famille Adoptive Française, qui d'ailleurs vient d'annoncer sa fermeture et auprès de laquelle on aimerait bien récupérer des archives qui peuvent prouver de nombreux cas en fait, d'adoption illégale, et sur laquelle j'utiliserai le terme soupçon pour ne pas aller trop loin, mais il y a un très fort soupçon de trafic d'enfants sur le territoire français. On espère pouvoir obtenir ces archives. Mais plus globalement, au-delà de ce cas précis ou de ces cas malheureusement précis, ce qu'on aimerait, encore une fois, c'est que la loi change, et pour ça on a besoin de faire pression sur le législateur pour que soit reconnu parmi les autres propositions aussi du collectif, qui sont toutes très importantes et qui doivent améliorer la situation pour les futurs adoptés. Et d'ailleurs aussi, puisqu'il y a une personne qui est là, qui s'occupe de ces cas-là, pour que ne puissent pas se reproduire ces problématiques dans les cas de nouvelles formes de parentalité, puisque après l'adoption, il y a aussi ces nouvelles formes de parentalité. Et en fait, tout ce que nous réalisons, tout ce qui a tourné de travers pour les adoptés, risque d'être aussi un problème dans le cadre de ces futures parentalités. Et donc, c'est très important et c'est très actuel. Et c'est très énervant aussi d'entendre, oui, mais c'est des vieilles histoires, tout ça, ça concerne les adoptions, c'est ancien, pas du tout. C'est tout à fait réel, d'abord parce qu'il y a c'est à peu près 500 adoptions annuelles, et puis parce que cette problématique
va se retrouver à l'avenir aussi, et donc on ne voudrait pas qu'il y ait autant d'enfants qui souffrent de la même manière que nous tous, on a pu en souffrir. Donc c'est très important. Donc les propositions du collectif sont d'une part que le délai de prescription puisse démarrer au jour où l'enfant, enfin devenu adulte souvent, a connaissance des détails de son dossier, et s'il réalise qu'effectivement il y a des choses illégales, qui puisse se défendre. Ça me paraît la base en droit français, et c'est très important. Et la deuxième chose, c'est dans le cas où il y a un trafic d'enfants sur le territoire français, ce qui a été le cas pour ces enfants de Montpellier dont je vous parle, et pour les enfants de la pouponnière de Bourse-Franc, puisqu'on a retrouvé des registres de cette pouponnière qui prouvent qu'il y a eu des trafics, et la justice évidemment est saisie, enfin doit être saisie, contourner ces délais de prescription. L'ONU, en réalité, dans le cadre des trafics d'enfants à l'international, a recommandé à tous ses États membres de considérer ces trafics comme un crime contre l'humanité et de les faire donc devenir imprescriptibles. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est de dire, bien sûr sur les adoptions internationales, mais pourquoi pas sur les adoptions sur le territoire français aussi, qui mériteraient elles aussi d'être considérées comme un crime contre l'humanité et de devenir imprescriptibles. Donc, sur ces sujets-là, la prescription, c'est très important. Le droit à la justice, pour tous, doit être le même pour tous, pour les adoptés comme pour les autres. Et c'est vrai que sur beaucoup de sujets, malheureusement, les enfants adoptés sont toujours sous les radars de la loi, et c'est pas normal. Et donc, il faut se battre contre ça. C'est là où cet élan du collectif est important, pour faire prendre conscience à tout le monde, à la société, mais surtout aux législateurs, parce que c'est là qu'est la clé, de modifier la loi. Quand il y a une injustice, on doit changer la loi et la faire évoluer avec aussi son époque et avec nos besoins en tant qu'enfants adoptés, et pour empêcher toutes ces souffrances, et pour empêcher aussi que demain elles se reproduisent à travers les nouvelles parentales. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on pense globalement quand même que la société est peut-être prête à entendre ça maintenant. Peut-être que voilà, c'est peut-être le moment. Voilà, donc on est là nous pour faire le porte-voix, hein, voilà. Et donc la société est prête pour entendre ça. Il y a peut-être des fenêtres de tir aussi qu'on voit actuellement, puisque il y a un projet de loi donc qui est déposé sur justement ces délais imprescriptibles pour les agressions sexuelles sur les enfants. Je pense qu'on pourrait faire en gros une réflexion beaucoup plus large sur ça, sur donc ces délais-là. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut agir. Et merci d'avoir porté cette parole, Inès. Merci. Le dernier point, le 7e point, on finit par le Graal. Si seulement, inscription de droit d'accès à ses origines personnelles dans la Constitution française, Pierre Pradel. Alors Pierre Pradel est aussi membre de l'association Corps sans frontières. Merci. Bonjour à tous. Pierre-Marie-Joseph Benoît, naissance naturelle et non reconnue. C'est ma déclaration de naissance le 31 mai 1943 à Neuilly-sur-Seine. J'ai été confié à l'adoption française qui a été dissoute en 1944. J'ai été adopté par ce qu'on appelait à l'époque la légitimation adoptive, qui était une loi Pétain, en 1944. Dès l'âge de 7 ans, j'ai été éloigné de ma famille adoptive suite à des problèmes conjugaux dans le couple. Donc j'ai été interne toute mon adolescence. Je reviens sur le Nord parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc ma première démarche pour essayer de retrouver maman a été auprès du CNOR quand j'en ai eu connaissance en 2004. 2 ans après ma demande, 2 ans. Réponse négative, on n'a rien trouvé. Sans plus. Une petite lettre. Alors suite à ça,
j'ai réalisé 4 tests ADN auprès de laboratoires différents, c'est-à-dire auprès des 4 grands laboratoires, 3 américains, un israélien. Et tous les laboratoires m'ont répondu au niveau éthique de la même manière. Donc ça a été contrôlé 4 fois. La réponse, j'étais franco-allemand, enfant de la guerre bien sûr, franco-allemand, et ils vont encore plus loin dans les origines puisqu'ils ont trouvé que ma descendance paternelle était du Bade-Württemberg. Suite à ça, j'ai obtenu un match intéressant sur MyHéritage, pour le citer, et j'ai retrouvé une cousine issue de Germain, donc extrêmement proche. J'ai fait donc des démarches pour prendre contact auprès de cette famille, que j'ai réussi à trouver, et cette famille, je l'ai contactée d'abord par téléphone, ils m'ont demandé un moment de réflexion, ils étaient surpris, et un mois après, c'est une famille qui est une famille aristocrate, m'a répondu qu'ils avaient fait un conseil de famille et qu'ils ne donnaient pas suite, définitivement. Aucune suite. La raison, c'était un secret de famille. Côté paternel, je n'ai aucun match intéressant pour le moment, c'est-à-dire je retrouve que des parents très éloignés. Alors, ce qui nous intéresse, c'était l'inscription du droit d'accès à ses origines dans la Constitution française. Ça permettrait de garantir ce droit fondamental de manière inaliénable et d'assurer une protection renforcée aux personnes concernées. Voilà les 5 points que nous voulons définir. Premier point, reconnaissance d'un droit fondamental. L'accès aux origines touche à l'identité et la dignité humaine. Connaître ses origines biologiques et historiques est un élément essentiel de développement personnel et psychologique de chaque individu. En l'inscrivant dans la Constitution, on en fera un droit fondamental protégé de toute remise en cause par des lois ordinaires. Le deuxième point, c'est la sécurisation juridique et hiérarchisation des normes. On en a déjà parlé tout à l'heure longuement, mais le droit d'accès aux origines existe déjà de manière timide en France, mais reste limité, soumis à des restrictions qu'est le CNAOP, avec un taux de réussite extrêmement faible, comme on vous l'a expliqué. En l'intégrant dans la Constitution, il deviendrait une norme supérieure, imposant au législateur de garantir son application sans qu'il puisse être remis en cause par de simples modifications législatives. Le troisième point, c'est l'égalité des droits pour tous les citoyens. Actuellement, les nés sous X ou les issus de PMA, avec donneur anonyme ou adopté, peuvent rencontrer des difficultés d'accéder à leurs origines. Le quatrième point, c'est la conformité avec les engagements internationaux. Le droit d'accès aux origines est de plus en plus reconnu au niveau international, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, et la Convention internationale des droits de l'enfant cible, y compris ce qui avait été la Convention de New York. Éviter l'arbitraire et assurer une stabilité juridique, c'est le cinquième point. Actuellement, l'accès aux origines est tributaire de décisions politiques et judiciaires qui peuvent varier selon les gouvernements et les élections législatives. L'inscription dans la Constitution garantirait ce droit. Améliorer la transparence et renforcer la confiance des citoyens. Les avancées en matière de recherche génétique, d'accès aux bases de données ADN, les réseaux sociaux, les données data ou encore l'avènement de l'IA rendent impossible le maintien du secret des origines.
Une reconnaissance constitutionnelle favoriserait une transparence encadrée par la loi, alors qu'actuellement, c'est n'importe quoi, puisque on n'a pas droit à accès aux tests, on va à l'étranger, on essaie d'en avoir, tout ça, ça se passe pas mal, ça se passe sous le manteau, comme on dit. Donc, il faut absolument que ça soit régularisé. Réparation historique et reconnaissance des souffrances. De nombreuses personnes adoptées des SOUDIX ont issu de procurations médicalement assistées avec donneurs anonymes ont souffert de secrets imposés par leurs origines. Tout à l'heure, ces dames nous en ont parlé très longuement. Inscrire ce droit dans la Constitution constituerait une reconnaissance de ces souffrances et une avancée majeure avec une meilleure prise en compte du parcours de vie. En conclusion, inscrire le droit d'accès à ces origines dans la Constitution permettrait de garantir ce droit fondamental et de protéger contre d'éventuelles restrictions futures et d'assurer une meilleure cohérence avec les principes de dignité humaine et d'égalité. Pour son intervention. Merci beaucoup Pierre. On arrive donc à la fin de ces interventions. Simplement saluer tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Un petit coucou à Lily qui nous dit on ne pense jamais au futur de l'enfant, on n'est pas des animaux, on a besoin de racines et les droits de l'homme sont bafoués. Voilà, et Magda qui réenchérit, oui, elle a tout à fait raison. Enfin, voilà, c'est des cris. Et au-delà donc des propositions qui ont été faites ce matin, vous les avez entendues, ces propositions, par les gens concernés, par les gens qui sont au cœur, qui vivent le problème. Et simplement pour vous dire que c'est une question pour tout le monde. Les adoptés internationaux, les personnes issues de dons, les PMA, c'est un combat commun que l'on veut mener. On ne veut pas saucissonner ce combat-là. On veut le conduire tout le monde ensemble. C'est un combat qui a trait à l'identité, la quête de l'identité, à Nord. C'est un combat qui a trait à la vérité, et ça c'est indispensable. Et c'est un combat qui a trait à la dignité, messieurs, dames. Alors voilà, il faut vraiment que ça change. Ça va changer. On est prêt, on est là, et faites-nous confiance. Faites confiance à toutes ces personnes-là qui agissent. Faites confiance aussi, allez, on va le dire, on va faire confiance aux législateurs. Allez-y. On sera avec vous, on sera pas derrière vous, on sera peut-être à côté de vous, peut-être même quelquefois devant vous. Donc, on est prêts, tous ensemble, et je pense qu'il y a véritablement une force et un combat qui s'élève. Voilà, merci beaucoup à vous, à bientôt. Pendant quelques minutes, parce que je sais qu'on doit rendre la salle, et il y a peut-être des journalistes qui attendent pour des interviews. Est-ce qu'il y a une question ou deux? Oui, vas-y là. Est-ce que vous êtes doté d'avocats qui font ce travail juridique avec vous? Alors, nous n'avons pas. Le collectif est un collectif, c'est-à-dire qu'il n'a pas de moyens en plus financiers, etc. On n'a pas d'avocat spécifique sur le collectif. Quand il faudra en trouver un, je pense qu'on le trouvera, parce que c'est vrai qu'il nous faut l'aspect scientifique. Il nous faut l'aspect psychologique, il nous faut l'aspect juridique. Et ça, véritablement, oui, on est conscient de ça. C'est peut-être justement le moment de lancer un appel. S'il y a un avocat qui nous écoute et qui est là pour soutenir notre cause, voilà, il connaît le collectif. Hein. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui défendent la question de la PMA, etc. Donc peut-être qu'il pourrait se joindre à votre combat et peut-être unifier les forces juridiques qui nous soutiennent. Bien entendu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, très bien. Merci encore. Et puis s'il y a des personnes de la presse qui veulent faire des sons, des interviews, voilà, les personnalités sont là. Mais on ne pleure pas. Bonjour, je me permets de